la première fois de Buffy, ouais, il y a quand même un truc de l'autoflagellation, de bah non, c'est pas bien de coucher avec quelqu'un. Oui, le sexe c'est mal. Le sexe c'est mal, ça revient avec. Vieux. Ouais, en plus, il est plus J'adore ça vieux. quand il joue là-dessus. Du coup, t'as pas mis de capote et en plus t'es un vampire, donc surtout tu vas repartir, t'auras volé ton âme. Attention quoi les dents, j'ai fait. Et puis ça revient après, ça revient dans l'épisode de... C'est la vidéo de la semaine, tu me l'as fait là, je veux pas qu'il t'entende. Oh là là, la maison elle va être détruite, il faut Il y a un pas... problème avec le cul, en fait, il aime pas que les gens y couchent, d'ailleurs. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo écran large. Je suis Geoffrey et je suis super content parce que dans cette vidéo, je suis avec Camille Vigne, qui est dans l'équipe depuis un petit moment, et on va tous les deux parler de Buffy. Et on est tous les deux contents. Parce que ça fait des années qu'on parle de Buffy tous les deux. On a enfin réussi à convaincre l'équipe qu'on pouvait faire une vidéo sur Buffy. Et notre challenge, ça a été de savoir comment en parler. Oui. Parce que c'est quand même 7 saisons, 144 épisodes. Comment en parler pour redire à quel point c'est génial, mais pas faire une vidéo de 3 heures. Donc on s'est dit tous les deux qu'on allait sélectionner 5 épisodes. 5 épisodes qui montrent un petit peu chacun leur manière, une facette de la série qui est intelligente, qui est spéciale, pour en gros résumer toute la série, c'est ambitieux, en 5 épisodes. Oui, c'est très ambitieux. Alors c'est quoi le premier de ces 5 épisodes qu'on a choisi? Alors du coup on a choisi Innocence, qui arrive en milieu de saison 2, c'est ce moment où Angel et Buffy couchent ensemble pour la première fois. Buffy perd sa virginité, mais Angel est sous le coup d'une malédiction de bohémien, et s'il touche à un vrai moment de bonheur, il perd son âme. C'est ce qui arrive. Le sexe c'est pas bien, c'est dangereux. Le sexe c'est pas bien, ça te fait perdre ton âme, et puis tu te transformes en Angelus, la version dark de toi-même. Joss Whedon, dans les commentaires audio de cet épisode, il raconte à quel point il voulait vraiment mettre en scène de manière extrême ce moment où une femme couche avec un homme qui ne le rappelle pas après, et sauf que là en fait c'est pas parce que il révèle son vrai visage de bâtard ou de menteur, c'est juste qu'en fait c'est littéralement un monstre. Donc voilà, on voit à quel point la métaphore permet toujours pour la série de raconter des choses absolument banales, mais qu'il magnifie ou amplifie parce que ça devient un vampire par exemple. Mais c'est utilisé pas que grâce aux vampires, c'est utilisé avec plein d'autres monstres, ça a été utilisé beaucoup et de façon beaucoup plus directe dans la saison 1, avec par exemple l'épisode des hyènes, où ça questionne toute la mécanique du groupe et toute la mécanique aussi de la pression sociale qu'il peut y avoir à faire partie d'un groupe. C'est aussi apparu dans l'épisode Portée disparue, qui est aussi dans la saison 1, avec la lycéenne qui est en fait invisible aux yeux des autres et donc du coup qui devient invisible. Très subtil. Hyper subtil, et qui se retrouve à la fin d'ailleurs dans une classe avec que d'autres personnes invisibles. Ça fait partie des mystères pour moi de la série, des trucs qui sont lancés et jamais résolus, mais c'est encore un autre sujet. Et il y a aussi l'épisode très drôle où Willow communique avec quelqu'un de manière anonyme sur internet, et elle tombe amoureuse d'un mec qu'elle ne connaît pas, comme le Tinder de l'époque, avec un faux profil, et il se trouve qu'en fait c'est juste un démon. Donc c'est vraiment attention, le sexe non seulement c'est dangereux dans la saison 2, mais en plus l'anonymat, les rencontres en ligne, c'est dangereux aussi. C'est pas bien, il faut pas non plus. Et c'est vrai que dans la saison 1 c'est très clair, après c'est un peu plus subtil, un peu plus étiré sur des intrigues plus complexes, mais il y a quand même des one-shots de temps en temps, comme l'épisode dans la saison 5, le double, où Alex, parce qu'au final il ne se connaît pas si bien que ça, il se retrouve face à son propre double, qui est en plus le jumeau de l'acteur en vrai. Oui, c'est vrai, oui. Donc c'est très drôle, et on voit que c'est un truc qui revient régulièrement, parce qu'au fond, Buffy contre les vampires, c'est ridicule, parce que le pitch, c'est le titre de la série. Who are you? I'm Buffy, the vampire slayer, and you are? On peut clairement se moquer. Moi, je me souviens que ma mère a toujours dit « Pourquoi tu regardes cette série de merde? C'est ridicule, Buffy contre les vampires. » Et elle ne comprenait pas. Elle ne comprend toujours pas qu'en fait, ça a toujours raconté plus que ça. Exactement. Il y a toujours eu une volonté d'aller plus loin, plus profondément, et de raconter quelque chose qui n'est pas en surface comme ça sur l'adolescence ou les petits monstres. Oui, puis de toute façon, c'est un classique de la littérature, du cinéma, des séries de genre. La science-fiction, les explorations spatiales, les monstres, les démons, les possessions, les exorcismes, c'est toujours pour raconter autre chose. C'est toujours des dilemmes internes, c'est toujours des confrontations au monde, ça raconte toujours les démons dans l'âme humaine. Enfin voilà, c'est quelque chose de très classique, et Joss Whedon l'a utilisé du début à la fin dans Buffy contre les vampires, donc il révolutionne pas, mais il le fait de manière très intéressante, parce que, notamment au début, il prend l'angle teen movie, donc avec cet épisode, la première fois, les dangers de perdre sa virginité. Et cet épisode Innocence, il a été écrit, scénarisé par Martine Oxon, qui est une scénariste qui est là dès le début de la série, et qui monte en fait au fur et à mesure. Et c'est important quand même de pointer du doigt les personnes qui ont beaucoup travaillé dessus et qui ne sont pas que Joss Whedon.
Et toi, du coup, le second épisode? C'est un épisode incontournable, hein, c'est l'épisode Orpheline, où la maman de Buffy meurt. Pourquoi on en parle? Parce que pour 2 raisons principalement. La première, c'est que c'est un des épisodes qui montre le mieux, à quel point c'est pas de la production télévisuelle bas de gamme, c'est vraiment quelque chose qui est réfléchi, qui est écrit, monté, mis en scène, interprété comme un film, vraiment comme la plus noble des œuvres. Là, c'est écrit et réalisé par Joss Whedon, c'est pas des rares, mais un des épisodes marquants qu'il a totalement géré. On voit à tous les niveaux à quel point il y a un soin qui a été apporté. On voit à quel point c'est un épisode avec des gros partis pris, il n'y a pas de musique, ce qui est un truc qui tranche dans la série. C'est un épisode qui prend beaucoup de temps, c'est quasiment... D'ailleurs, il y a un côté un peu théâtral dans le sens où finalement il y a 3, 4, 5 blocs où vraiment on reste 5-10 minutes avec les personnages. Il y a beaucoup de moments qui sont très marquants. Je me souviens par exemple de l'introduction, évidemment on s'en souvient tous, du moment où elle rentre, elle découvre le cadavre de sa mère sur le canapé. Ouais, qui est à moitié en train de couler par terre, ouais. C'est assez perturbant. C'est fou à quel point il prend le temps, la caméra suit, Sarah Michelle Gellar. Le moment où par exemple elle va vomir, on la suit de dos, il y a un travelling jusqu'au moment où elle reprend sa respiration, elle va à l'extérieur, elle ouvre la porte et là il y a un plan tellement marquant où on voit à quel point elle est cadavérique. Elle est complètement vidée. Elle est dans le avec sa mère, c'est horrible. Ouais, c'est horrible. Et le titre VO, c'est The Body, donc le corps, le cadavre. Et c'est un titre qui est beaucoup plus adapté au scénario et à ce qui se passe, parce que l'enjeu va être de comment cette personne devient en fait quelque chose de froid, un cadavre. Et elle refuse, quand le secouriste arrive, qu'elle soit appelée The Body, le corps. Elle dit non, c'est ma mère. Et quand Giles arrive et lui dit, et commence à aller vers sa mère pour essayer de l'aider, elle lui dit non, ne touche pas au corps. No, it's too late. Joyce? They're coming for her. No, Joyce! we're not supposed to move the body. Ouais, là, elle se rend compte qu'en fait, elle est en train de parler du corps. Elle a basculé et elle l'accepte. Elle comprend que sa mère est morte. Et il y a plein de moments très beaux. Le moment où Dawn, elle apprend que sa mère est morte derrière la vitre, c'est déchirant. On entend à peine les paroles, on est avec tous les gens derrière la vitre, un peu comme le public de l'autre côté de l'écran, parce qu'il y a vraiment une vitre. Et il y a ce monologue absolument magnifique d'Anya, qui ne comprend pas la mort, et c'est quasiment comme une enfant qui demande à ses parents, et qui sont incapables d'expliquer qu'est-ce que c'est la mort. Oui. Pourquoi cette personne n'est plus là. Pourquoi j'ai pu la voir. Oui, elle est immortelle, alors du coup elle se confronte au réel comme ça et elle ne comprend pas la réalité de ce que c'est que d'être humain. I don't understand how this all happens, how we go through this. I mean, I knew her and then there's just a body. C'est fou, ce moment vraiment où elle leur dit, et vraiment ses bras en tombent, je ne comprends pas, je fais pas de blague, je ne comprends pas ce qu'est la mort. Et le contre-pied de ce personnage, du coup, c'est Tara qui, elle, le comprend beaucoup trop bien, parce qu'on apprend par la suite qu'elle a vécu la même chose, et qui reste très en retrait, très effacée, et pourtant qui prend toutes les choses avec une empathie qui est incroyable, et on le voit dans la douceur dans laquelle elle est filmée. Au-delà de ça, ce qui est très beau dans cet épisode et ce qui est très fort, c'est que ça rappelle à quel point la série a toujours parlé du réel, comme on l'a dit, d'un point de vue métaphorique, mais au fur et à mesure, ça se débarrasse, ça s'épure de ce côté-là pour finalement parler du vrai en montrant le vrai. Donc là, il n'y a pas de monstre. Joyce, elle n'est pas morte parce qu'un démon l'a tuée. Exactement. Les personnages l'auraient aimé, c'est pas Gloria, c'est juste la mort, c'est la vie qui l'a emporté. Et on voit à quel point la série ramène régulièrement, de plus en plus au fur et à mesure des saisons, revient vers un récit le plus pur possible, c'est-à-dire des gens qui affrontent toutes les pires banalités de la vie, notamment perdre un être cher. Oui, c'est quelque chose qu'ils avaient déjà commencé à essayer de faire avec Faith dans la saison 3, qui donc du coup c'est l'autre tueuse, qui est un peu le pendant de Buffy, et qui, elle, va se laisser corrompre par son pouvoir, et en fait qui, à un moment donné, enivrée par tout ça, finit par tuer un être humain de sang-froid. C'est une mort, je crois qu'elle lui plante un pieu dans le cœur. Elle croit que c'est un vampire, elle se trompe. Et c'est ça, elle se trompe, et elle décide de passer au-dessus et de s'en foutre. Que c'est pas un sujet, voilà, elle l'a tué, c'est une tueuse, donc elle l'a tué. Et là, je crois que c'est vraiment le premier moment où Buffy est confrontée à une mort complètement dénuée de pouvoir surnaturel. Et où elle doit apprendre à se placer par rapport à ça et à se confronter au réel pur et dur. Surtout que dans les premières saisons, et globalement dans ce genre de série, d'histoire, il y a souvent des gens qui meurent, des victimes un peu collatérales, des innocents, des anonymes, et tout le monde s'en fiche. C'est vrai que là, ça aborde vraiment le poids de quelqu'un qui meurt, même si c'est pas un personnage. C'est vraiment, elles ont du pouvoir, ces personnes peuvent tuer des gens, et donc ça a des conséquences. Et c'est un truc qu'on a retrouvé pas mal de fois dans la série après, il y a des morts très marquantes qui viennent de la main d'un autre être humain. Toi, tu penses notamment à Willow. Moi, je pense à Willow, qui quand même écorche vivant, arrache la peau d'un être humain à la fin de la saison 6, quand elle aussi, elle est un peu dans le même cas que Faith, parce qu'elle est aussi complètement sous le joug de son pouvoir. Et
c'est une mort qui est affreuse. Oui. Il y a ce corps fumant sans peau. Oui, c'est ça, c'est des points de bascule pour le personnage, complètement. surtout une des héroïnes. Ouais. Et je pense aussi au moment qui a amené à celui-là, le moment où Tara meurt à cause d'une arme à feu. Encore une fois, c'est un moment très fort parce que, surtout aux États-Unis, c'est pas un démon, c'est pas un sortilège, c'est pas un vampire, c'est quelqu'un, un fou, un être humain, quelqu'un en plus d'un personnage particulièrement normal qui arrive, tire, elle se prend une balle perdue, elle meurt. Fin. Aucune magie pourra la ramener, il faut juste gérer ça. Il faut juste gérer ça. On essaye, mais c'est pas possible. Et je pense que c'est très important d'avoir en tête que Buffy, encore une fois, parle du réel et le fait parfois sans même se cacher derrière le voile des métaphores et du cinéma de genre. Passons au 3e épisode qu'on a choisi. Le 3e épisode, c'est Sans espoir. C'est un épisode qui arrive juste avant le climax de fin de la saison 5. C'est ce moment où Buffy et tout le Scooby Gang sont confrontés à Gloria, qui est une déesse super... Complètement taré. Complètement tarée, exactement. La méga pouffe des enfers. La quintessence de l'hystérie. Et donc, Sans espoir, c'est l'épisode où Gloria va réussir à enlever Dawn. Et c'est cet épisode où Buffy va se laisser abandonner. Abandonner la partie, se demander si ça vaudrait pas mieux de pas se battre. Et en fait, ces pensées-là vont la mettre dans un état de catatonie complète. Et elle est plus capable de rien, elle bouge pas, elle est sous le choc. Alors on a choisi cet épisode non pas parce qu'il est vraiment officiellement parmi les meilleurs, mais parce qu'en fait il parle très bien de la saison 5, de toute la thématique de fond de la saison 5, et il y a un moment particulièrement que je trouve absolument surpuissant, c'est dans ce rêve, puisque c'est la meilleure partie de l'épisode, où Buffy range un livre, et ça revient constamment vers ce moment, et Willow ne comprend pas, les spectatrices comme nous, de cet état de catatonie dans lequel est plongée Buffy, et au final, Buffy finit par reconnaître et avouer qu'en fait c'est ce moment-là, en plaçant le livre, où elle a miroité l'idée d'abandonner, de baisser les bras. This is all of this. It's too much for me. En fait, c'est trop pour elle. Le titre VO de cet épisode, c'est The Weight of the World, donc vraiment le poids du monde sur ses épaules. Et on sent à quel point Buffy, en fait, elle est fatiguée. Elle est morte, elle a sauvé le monde, elle a ressuscité, elle est juste fatiguée, c'est une héroïne, mais c'est d'abord une humaine. Et la série a toujours essayé de pister l'humain dans le surhumain. Et là, c'est vraiment de nous montrer de face le sentiment de culpabilité et de désespoir total et de dépression profonde qui est là en place chez Buffy, qui va après courir sur la fin de saison 5 et surtout la 6. On sent qu'en fait, ça qui est génial à la série, c'est qu'elle laissait tout le temps de dépasser le statut un peu classique du récit du héros, de l'héroïne, en remettant tout ça... en mettant tout ça à plat pour dire mais ça reste des humains, ils ont des problèmes comme les autres, elle a besoin de payer un loyer, elle a besoin de trouver un job, elle a une petite sœur qui est chiante, et surtout elle peut être fatiguée, elle peut être traumatisée, et je me souviens par exemple du début de la saison 2 qui commençait après qu'elle ait tué le maître et qu'elle était morte et ramenée à la vie, et en fait au lieu d'enchaîner sur une nouvelle menace, ça met en scène le stress post-traumatique de Buffy qui revient comme si tout allait bien, mais d'une manière étonnante, les gens ne comprennent pas, elle est aguicheuse, elle est étrange, elle est vraiment agressive, parce qu'en fait elle est traumatisée. Et donc la série traite le fait qu'elle est traumatisée, qu'elle a besoin de passer par une phase de vraiment se soigner psychologiquement. Et c'est très étonnant que la série ait fait cette pause et prenne le temps de traiter un truc qui normalement dans les séries est toujours traité en ellipse parce que les héros, ça ne s'arrête jamais, ça continue de se battre, jamais, c'est jamais fatigué. Ça n'a pas de problème. Voilà. Mais ça avait déjà commencé un peu à traiter cette question du poids, du pouvoir qui peut peser sur les épaules de la tueuse, toujours avec Faith, toujours dans la saison 3. Et toujours avec ce moment où Faith bascule de l'autre camp, où elle s'acoquine avec le maire pour l'aider dans son ascension. Je sais pas. Oui, l'ascension, c'est voilà, ça. c'est ça. Et où en fait elle se laisse, elle le fait pas comme Buffy qui abandonne, mais elle décide de prendre la facilité en fait. Elle prend la facilité, c'est ça. Et donc du coup, ses passions, elle les embrasse complètement, presque quitte à se perdre dedans. Son pouvoir, c'est pareil. Et donc du coup, elle est... Il y avait déjà ces questionnements en fait sur le rôle du héros, comment il gère son pouvoir. Un grand pouvoir implique de grandes Exactement. responsabilités. Je t'avais le case aussi. Non mais oui, c'est pour ça qu'encore une fois la série, elle est géniale parce qu'elle traite des choses auxquelles on est confronté au quotidien. Ouais. Mais là, dans ce moment-là, je trouve que de voir l'héroïne avoir envie de baisser les bras et de laisser la méchante gagner, c'est vraiment des moments majeurs qui montrent que Buffy, vraiment, c'est une série qui parle de tellement plus que de gens qui affrontent des démons. C'est juste des gens qui sont au bord de la dépression et qui se demandent est-ce que je disparais dedans ou est-ce que je lutte ? Je pense que l'autre chose importante à dire sur cet épisode, c'est que c'est pas Joss Whedon qui l'a scénarisé, c'est Douglas Petrie qui est arrivé dans les premières saisons et qui est monté au fur et à mesure jusqu'à devenir producteur. Et donc ça montre encore une fois qu'en fait, il n'y a pas que Joss Whedon derrière cette série. Oui, il est là, mais il n'y a pas que lui. Ouais. 4e épisode ? Alors le 4e, c'est un épisode incontournable, c'est l'épisode musical que le spectacle commence, saison 6. Le principe est simple, tout le monde d'un coup à Sunnydale se met à chanter et danser sans raison
en apparence, puisqu'en fait un démon est arrivé et force tout le monde à chanter et danser ses émotions jusqu'à cramer et mourir tellement ils tombent sur eux-mêmes. C'est encore une fois complètement con mais complètement génial. Alors ce qui est génial déjà, c'est que ça rappelle une chose importante du côté de Buffy, c'est que très régulièrement ils ont pris des libertés en créant des parenthèses, des one-shots, de la même manière qu'on a vu qu'ils se libéraient un peu, qui se débarrassaient parfois de la métaphore pour parler frontalement du réel. De plus en plus, ils ont pris des libertés au fur et à mesure des saisons pour écrire des histoires, des parenthèses un petit peu enchantées, désenchantées, et notamment cette parenthèse musicale. C'est quelque chose qu'on a vu dans plein de séries, on l'a vu dans Grey's Anatomy, dans Scrubs, dans Oz, dans How I Met Your Mother, Ally McBeal. Ça peut faire gimmick, sauf que dans Buffy, encore une fois, ils l'utilisent d'une manière très intelligente, je trouve. C'est pour mettre en avant un moment très important où les personnages n'arrivent plus à communiquer et sont tous bloqués dans un mensonge. Giles, il a envie de partir mais ne sait pas à quel point il veut assumer d'abandonner Buffy. Ouais, Anya et Alex, ils sont censés se marier mais ils ont de grosses craintes dont ils n'osent pas parler l'un avec l'autre. Spike et Buffy, surtout Spike a des sentiments, il n'ose pas encore les avouer. Et Buffy, évidemment, il y a Willow aussi qui a lancé un sortilège à Tara, très important pour elle, pour son arc, puisqu'elle est censée avoir arrêté la magie. Et surtout Buffy, qui doit donc reconnaître, avouer et dire à ses amis qu'en fait, ils ne l'ont pas ressuscité et extirpé de l'enfer, mais qu'ils l'ont ramenée en enfer sur cette réalité, parce qu'en fait, elle était au paradis, dans un endroit paradisiaque où elle était vraiment en paix, elle était heureuse, et en la ressuscitant, en fait, ils l'ont ramenée dans l'horreur de la vraie vie. Ouais. Donc, ce qui est génial, c'est que le truc de la comédie musicale qui est très drôle, très ludique, donc qui ramène le côté jeu amusant que les scénaristes et que tout le monde a avec les codes de la série, raconte quelque chose de très important, c'est que les personnages n'arrivent pas à communiquer, encore une fois, c'est la communication, les personnages qui sont au centre de l'épisode et qui dictent tout ce qui est raconté. Le problème de la communication, il est abordé depuis longtemps, enfin, il a déjà été abordé dans un épisode aussi que les vraiment phares de la série. L'autre grand épisode. L'autre grand épisode. Ça fonctionne un peu comme un miroir, c'est et en plus, elle oublie le titre. Un silence de mort. Ouais, désolée, moi je ne peux plus parler. Et donc du coup, c'est un épisode dans la saison 4 où les personnages sont rendus muets par des démons. Ils ne peuvent plus parler. Les gentlemen, exactement. Et toute la ville est plongée dans un silence et personne ne peut parler, personne ne peut dire ne peut communiquer ses problèmes. Et du coup, en fait, on comprend pourquoi on en arrive à cette espèce de feu d'artifice de tout le monde déverse tout que le spectacle commence, parce que en fait, ils n'expriment jamais réellement le fond de leurs sentiments, le fond de ce qu'ils pensent. Et au-delà, on a parlé de ces deux épisodes parce qu'ils sont très importants pour les fans, c'est parmi les meilleurs et les plus cultes, mais plus généralement, la série, elle aime beaucoup s'amuser, encore une fois, parce que ça reste un divertissement. Le titre et le principe de la série restent quand même un peu cons, donc c'est important de ne pas oublier qu'on est là pour s'amuser, se divertir, même s'il y a des émotions. Et il y a plusieurs épisodes marquants comme ça, moi je pense notamment à Meilleur vœu de Cordelia, qui imagine d'un coup une réalité parallèle où tout le monde est complètement différent, qui est un épisode assez culte aussi. Il y a Halloween aussi qui imagine des personnages différents en transformant les personnages en ce qu'ils ont mis comme costume. Et la fin de la saison 4 avec Cauchemar aussi qui est génial, où d'un seul coup l'intrigue est réglée, le méchant est tué et on va voir les personnages qui sont sur un canapé, font une soirée pyjama et on va voir leur cauchemar, ce qui se passe dans leur tête avec des choses annoncées pour la suite, mais surtout s'amuser et créer un épisode un peu lynchien, un peu cool, un peu drôle, qui est encore une fois parmi les plus cools, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Et maintenant le 5e et dernier épisode de la sélection. Et c'est aussi le dernier épisode de la série, c'est la fin des temps. Buffy et tous les autres doivent affronter la source, le méchant ultime, badass, qui va créer l'apocalypse et tout détruire. Pour la 25e fois, mais cette fois c'est pour de vrai. Mais cette fois c'est pour de vrai, c'est vraiment le pire. Cet épisode est hyper important parce qu'il y a un discours de Buffy dedans où elle s'adresse à tout le monde et où on sent vraiment par ce discours qu'elle prend son rôle de leader, qu'elle est en accord avec ce rôle, alors qu'elle a clairement lutté avec ça pendant toutes les saisons. Surtout celle-là d'ailleurs, puisque plein de gens lui disent qu'elle est trop dure, qu'elle est pas assez dedans, qu'elle est pas assez humaine, donc elle est de plus en plus remise en question de ce côté-là. Ouais. Et pourtant, c'est la première saison où vraiment, dès le début, elle a à cœur d'être un leader et elle est en accord entre ses responsabilités et ce qu'elle veut en faire. Et c'est d'autant plus important et d'autant plus incroyable en fait ce final de la série que ce côté collectif en fait et ce côté on a besoin d'être ensemble et on partage le pouvoir. Ouais. Il se fait par le prisme du féminisme. Oui. Every girl who could have the power will have the power. Can stand up, will stand up. Le côté métaphorique de la série explose un peu parce que là, du coup, on se rend compte qu'en fait, c'est pas juste des ennemis qui sont là pour faire grandir les personnages ou pour montrer des sentiments ou pour
pour apprendre à se connaître soi-même, ou pour rejouer des codes, ou pour s'amuser. C'est vraiment, on se place contre un pouvoir en place, qui est un pouvoir patriarcal. C'est fait par un homme, donc c'est d'autant plus intéressant. Oui, non, mais c'est vrai que c'est amusant parce que c'est un peu le point d'aboutissement de l'émancipation absolue, la plus pure. Et comme tu dis, ce truc de lutte contre le patriarcat, la force en place, depuis le début de la série, c'est mis en place, puisque les tueuses, c'est finalement un conseil qui les gère, donc des vieux mecs blancs qui sont, je sais pas trop, aristos, avec des vieux livres. Et à la fin de la saison 1, je me souviens de ce moment où Buffy apprend que la prophétie va la voir mourir par le maître, et que quand elle l'apprend, elle a évidemment une crise de rire, de larmes et de colère surtout, et elle leur dit mais pourquoi je vais mourir juste parce que des vieux mecs ont écrit ça dans un livre il y a 200 ans, et donc c'est ce qui va se passer. Signs? Read me the signs! Tell me my fortune! You're so useful sitting here with all of your books! En fait, à la fin, on arrive au moment où, plus que jamais, elle décide d'écrire ses propres règles. Bah ouais, et puis dans la saison 4, elle a besoin, pour vaincre Adam, qui est une sorte de créature de Frankenstein créée par l'initiative, elle fusionne en fait avec Giles, avec Willow et avec Xander pour faire force ensemble, et déjà il y a cette idée de collectif. Et en fait, dans cette saison 7, on détruit tout, on repart sur de nouvelles bases, et l'idée de collectif est féministe parce que... ouais, c'est ça reprend les codes du début. C'est, on place la petite blonde qui est censée être fragile, on la prend pour essayer d'exploser déjà les codes en prenant cette petite fragilité, et qui est en fait la nana la plus forte sur Terre. Et donc du coup, on retrouve cette saison 7, elle est géniale parce que du coup, elle assoit définitivement le discours féministe de la série, en retombant un petit peu dans le tout début de la série avec... ce personnage de Buffy qui est solaire, qui est attachant, qui a pris son pouvoir à bras-le-corps et qui... Et qui est vraiment à la tête d'une petite bande, parce que ça finit ça. sur eux et qui disent « Et maintenant, Buffy ?» Et en fait, la suite, vous l'écrivez, puisque en fait, c'est vous qui écrivez la suite de vos histoires. Maintenant, il n'y a plus personne qui va vous dire « Obéis ». Yeah, Buffy. What are we gonna do now? Et aussi, il faut qu'on cite une autre personne très importante de Buffy, c'est Jane Espenson, qui est une scénariste qui a scénarisé un peu dès le départ et qui est devenue au fur et à mesure une des scénaristes les plus importantes et qui a fait La Fin des temps. Bon, on sait qu'on va nous reprocher plein de trucs dans cette vidéo, évidemment. C'était tendre la perche. À ton avis, qu'est-ce qu'on aurait pu louper d'important que les fans vont nous reprocher? Je pense qu'on n'a pas assez parlé de Faith. On aurait pu creuser un peu plus le personnage. C'est vrai. Peut-être qu'on aurait pu mentionner aussi Kendra, qui était la première deuxième tueuse qui est arrivée. Il y a peut-être des épisodes aussi très importants, comme l'Apocalypse où Buffy elle meurt, que les gens auraient peut-être bien aimé qu'on en parle plus. Il y a des épisodes aussi, enfin il y a un épisode de la saison 4, l'épisode d'Halloween de la saison 4, et toute la saison 4 d'ailleurs, dans sa globalité, on aurait pu un peu plus taper dessus, ou dire ses forces et ses faiblesses. Ouais, ou la défendre peut-être. Ouais. Parce que je sais qu'il y a des épisodes de la saison 4 qu'on aime bien et que les gens n'aiment pas. Ouais. Et il y a le breuvage du diable, moi c'est un peu l'épisode que j'aime bien de ces saisons et qui d'habitude ça me plaît pas trop. Et moi, mon plaisir, même pas coupable, c'est Cohabitation difficile, au tout début de la saison 4, où elle est avec sa collègue aussi, j'adore. Je la trouve tellement drôle. Big Sky Country. Lançons un pavé dans la mare des insultes. Est-ce qu'il y a un truc que t'aimes pas dans Buffy mais que les gens aiment bien? C'est le maintenant ou jamais, faut le dire. Moi j'ai un petit problème avec Spike. Et moi j'ai un gros problème avec Angel. Sorry. C'est con. C'est bête. C'est donc la fin de cette vidéo sur Buffy. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et qu'est-ce que vous pensez quand on parle de séries cultes comme ça. Est-ce que tu as envie de revenir, toi, pour faire une autre vidéo comme ça? Non. Ok. Donc on va lancer un recrutement bientôt pour remplacer Camille. Dites-nous dans les commentaires ce que... Non, je rigole. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous pensez de l'évolution de la chaîne, sur les séries, de quoi on devrait parler. Abonnez-vous à la chaîne Écran Large, partagez cette vidéo et surtout insultez-nous, parce qu'après tout, on est là pour ça apparemment. Salut!